Bonsoir à tous. Nous voilà, nous sommes en direct. Merci d'être avec nous nombreux ce soir. Il y a eu un petit démarrage, mais c'est bien reparti. Et j'ai le plaisir ce soir d'être avec Frédéric Braque. Frédéric Braque, bonsoir. Comment allez-vous? L'idée, ce soir, on va parler évidemment d'imagerie médicale. Hein, on est parti dans ce sujet. Et j'avais en introduction une petite phrase qui nous revient souvent, c'est celle de Louis Jouvet dans le Docteur Knox. On se souvient de cet accent et de cet acteur qui disait que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Vous connaissez tous cette phrase. Bien, avec Frédéric, on va parler d'autre chose, puisqu'on va dire que tout bien soigné est un diagnostiqué précoce. Voilà un peu les tendances. Alors, Médian Technologies, c'est un peu notre champion de l'imagerie médicale et de l'intelligence artificielle. Récemment, Médian a annoncé un chiffre d'affaires de 20,5 millions d'euros, en hausse de 52%, et une trésorerie renforcée à 39 millions d'euros. Donc, tout va bien pour Médian. On va en parler un peu, mais le cœur du sujet, c'est qu'on va s'attaquer à la véritable révolution. On va essayer de décrypter en fait les tendances avec Frédéric, et de cette révolution qui se déroule dans le domaine du diagnostic non invasif entre les biopsies liquides et l'imagerie médicale. Vous êtes, Frédéric, au milieu de cette révolution, vous êtes un des acteurs de cette révolution. Faites-nous rêver un peu, parlez-nous des tendances, où est-ce qu'on va, avec quelles innovations? À vous. Ben, on voit, c'est quelque chose qui a vraiment commencé à être tiré aux États-Unis, aussi lié beaucoup à l'innovation sur la capacité de faire du séquençage génétique. Et là, l'idée, c'était de dire, mais si on analyse à chaque fois du tissu, par exemple, si on fait une biopsie, d'abord, c'est un acte très invasif et on n'a qu'une information partielle sur ce qu'on regarde parce qu'on va prendre un morceau de la tumeur, mais on n'a pas tout ce qui est autour de la tumeur, qui peut être le système immunitaire, etc. Donc, ça a plein de limitations. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à grande échelle. Vous n'allez pas faire des biopsies sur des millions de patients pour les diagnostiquer. C'est tout juste injouable. Ça coûte trop cher, ça peut être, c'est douloureux, voilà, c'est tout juste ingérable. Donc, l'idée, c'est de voir, mais comment est-ce qu'on peut obtenir des résultats quasi équivalents, mais de manière démultipliable sur quasiment toute la population. Et c'est là qu'on appelle les diagnostics non invasifs, donc à contrario de l'invasif de la biopsie. Et il n'y en a réellement que deux, c'est les biopsies liquides et l'imagerie. Donc, dans les biopsies liquides, on va faire un échantillon sanguin sur lequel on va essayer d'analyser pour essayer de voir est-ce qu'il y a des dépôts de cellules tumorales, par exemple. Et s'il y a des dépôts de cellules tumorales, et ben dans ce cas-là, on peut les séquencer, les analyser génétiquement pour savoir est-ce que c'est un cancer ou pas un cancer. Avec l'imagerie, on va faire la même chose. On va essayer de trouver est-ce qu'il y a un signal dans l'image qui correspond à un certain type de cancer. Et si oui, est-ce qu'on est capable de dire que ce qu'on voit à l'image, est-ce que c'est vraiment un cancer ou pas un cancer? Donc pendant des années, on a vraiment pensé que si on prend le cas de l'imagerie, c'est que en fait les deux remplissent des rôles différents. Si on prend l'imagerie, c'est de l'information anatomique. On n'a pas d'information cellulaire ni génétique. Donc, l'imagerie, elle rentre dans tout le parcours de soins du patient. Ça peut être dans un cadre de dépistage, de diagnostic ou de suivi de patient. Mais on voit quelque chose, mais on n'est pas vraiment capable de dire est-ce que c'est malin ou bénin, par exemple. Alors que dans le domaine des biopsies liquides, eux, s'ils voient, et comme j'ai dit, ils peuvent le séquencer. Le problème des biopsies liquides, par exemple, pour le diagnostic précoce du cancer, c'est qu'il y a très peu de dépôts de cellules tumorales dans le sang dans le cadre d'une cellule précoce. En fait, on pourrait dire qu'il n'y en a quasiment pas, si c'est vraiment précoce, si c'est un stade 1A. Et si ça commence à y en avoir dans le sang, c'est que c'est un autre type de maladie, c'est que ça commence à déjà se répandre. Donc, la sensibilité d'un test en biopsie liquide est assez faible pour le dépistage précoce. Alors que nous, l'imagerie, on peut voir des choses, on peut analyser des choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu, c'est-à-dire on peut trouver un signal qui va détecter une anomalie. Et maintenant, nous, typiquement, pour parler médias, ce qu'on a réussi à faire l'année dernière, c'est qu'on a réussi à montrer qu'on était capable de dire si c'est un cancer ou pas un cancer. C'est toutes les données qu'on a montrées l'année dernière. Là, tout d'un coup, ça ouvre la voie à quelque chose de phénoménal qui peut être un dépistage de masse sur des patients, sur tout type de pathologie. Et les deux vont être complémentaires entre les biopsies liquides et l'imagerie. C'est-à-dire que l'imagerie sera certainement mieux positionnée pour le diagnostic précoce
Et les biopsies liquides sont très bien positionnées pour le suivi des patients, dans la gestion du patient, parce qu'on veut essayer de détecter la récurrence d'un cancer de manière très précoce aussi, parce que plus on peut comprendre qu'il y a une récurrence précoce, mieux on a plus de chances on a de pouvoir traiter le patient. Mais une fois qu'on l'a trouvé dans la récurrence, il faut bien savoir dans quel organe et où dans l'organe ça se trouve. Donc, l'imagerie sera toujours là. Donc, dans beaucoup de cas, ça va être une combinaison de différents marqueurs qui vont être vraiment la clé du succès. Très bien. Alors, on parle de dépistage diagnostic précoce, et c'est important, cette précocité. Est-ce que le monde est prêt pour ça, déjà? Est-ce que, au-delà de ça, la France est prête? Parce qu'on a souvent, on va dire, privilégié plutôt le curatif que le préventif. Donc le précoce est dans le préventif. Comment ça se passe? On a une petite question au passage, hein, on peut la formuler. La HAS s'est prononcée récemment pour le dépistage du poumon, du cancer du poumon. La question est intelligente. Est-ce que vous êtes associé à ce programme, par exemple? C'est une des questions qui se pose. Mais d'abord, voilà, où est-ce qu'on en est du monde et de cette révolution du diagnostic précoce? Est-ce qu'elle existe en France? Elle existe même au niveau mondial, et ça, ce n'est pas Médian qui a pu le prouver, c'est des grandes études épidémiologiques qui ont eu lieu. Les Américains, ils ont fait ça, maintenant, ils ont plus de 300 000 patients qui suivent depuis 20 ans. Et l'idée des études, c'était de démontrer, est-ce qu'il y a une véritable corrélation entre détecter de manière précoce un cancer et la capacité de sauver le patient? Mais si on regarde dans les chiffres, et c'est là où c'est quelque part, c'est presque, alors c'est peut-être pas le terme approprié, mais c'est hallucinant. Si on regarde, cancer du poumon, malheureusement, c'est un cancer qui est très dramatique, sur lequel le taux de mortalité à 5 ans est extrêmement élevé si on n'est pas diagnostiqué en stade 1. Donc, alors sans dramatiser les choses, parce qu'il ne faut pas effrayer les patients non plus, il y a toujours des choses qui peuvent marcher, mais c'est quasiment 94% de mortalité à 5 ans si on n'est pas diagnostiqué en stade 1. Les études elles ont montré que les patients qui ont été diagnostiqués en stade 1, au bout de 15 ans, 92% sont toujours vivants. Mais vous voyez l'impact, c'est complètement 94% de mortalité d'un côté, 92% de gens qui survivent au bout de 15 ans. Et ceux qui ne sont plus là, c'est qu'ils sont fait écraser par un bus ou ils sont tombés dans l'escalier, mais ils ne sont pas morts de leur cancer, quoi. Et donc, on sait maintenant qu'il y a quelque chose qui pouvait paraître logique, mais maintenant on l'a démontré, c'est qu'il y a une corrélation directe entre le stade d'évolution de la maladie et la capacité de sauver la vie du patient. Et maintenant, cette prise de conscience, elle est mondiale, c'est-à-dire que les États-Unis, ils ont lancé leur programme de dépistage du cancer du poumon. Ils viennent d'augmenter officiellement, depuis le 4 février de cette année, la cohorte de patients qui est éligible au dépistage du cancer du poumon. Donc, ils ont déterminé des facteurs de risque pour se limiter à une certaine catégorie pour commencer. Il y a déjà 15 millions de personnes qui sont éligibles à ce test. Et tout est basé sur l'imagerie, hein, c'est ce qu'on appelle un scanner low-dose. La France, avec la HAS qui a lancé ça. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en France, on a toujours une volonté de pouvoir réinventer la roue, parce que les études que veut faire la HAS, elles ont déjà été faites en France, elles ont été faites dans la majorité des pays européens, elles ont été faites en Chine, elles ont été faites au Japon. Donc, il n'y a pas besoin de prouver qu'il y a une corrélation, c'est fait. Ce n'est pas Médian qui va changer la face des choses, ça a été fait, quoi. Donc, nous, évidemment, on va s'associer à cette démarche et aider à faire ça. On aurait espéré qu'ils prennent une décision plus rapide. Et d'ailleurs, il y a eu des annonces la semaine dernière au niveau de la communauté européenne sur laquelle ils veulent pousser sur le dépistage du cancer du poumon au niveau européen. Et ça, c'était une décision de la semaine dernière dans le nouveau plan anti-cancer au niveau européen. La Croatie l'a déjà installé et l'Angleterre est en train de le mettre, incessamment, je peux le mettre en place, l'Italie pareil, etc. Il y a des initiatives qui viennent partout. Mais parce que c'est deux enjeux réellement. L'enjeu, il est en premier lieu pour le patient, on sauve la vie du patient. On sait que pour le cancer du poumon, par exemple, il n'y a pas de traitement curatif aujourd'hui. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les labos pharma, justement, dans l'immuno-oncologie. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour les patients. Et le deuxième enjeu, il est médico-économique. C'est évident que les maladies liées au tabac, elles ont un tel impact sur la santé des patients, cancer et d'autres types de maladies, que ce dépistage va avoir un impact médico-économique extrêmement positif pour tous les systèmes de soins, en fait.
Une question corollaire qui se pose, c'est à propos du diagnostic précoce et cette révolution qui est en train, cette vague qui est en train d'arriver. Est-ce que nos systèmes de santé sont capables de supporter une forte montée en puissance du diagnostic précoce ou pas? Alors, je ne connais pas le chiffre exact, donc je ne veux pas être responsable du chiffre que je vais donner, mais je crois que je ne suis pas très loin quand je dis qu'à peu près 80% de tout l'argent dépensé en cancer va dans les 24 à 36 derniers mois de vie d'un patient. C'est-à-dire que c'est une fois que la maladie est vraiment avancée, on va essayer de mettre en place un traitement et on gagne des années de vie, on gagne quelques années de vie, mais c'est toujours évidemment une maladie horrible et très compliquée pour les patients. Quand on fait un dépistage précoce, c'est le bénéfice de tout le monde, comme c'est pour les patients, mais d'un point de vue médico-économique. Si on peut, comme les femmes vont chaque année faire une mammographie, qui n'est pas le meilleur moyen de dépister, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Et si ça se généralise pour différentes formes de cancer, ça va être un bénéfice colossal pour tous les systèmes de soins. Donc moi, je dis oui, on est absolument capable de le faire. On peut très bien le gérer, même à assez grande échelle. Ce qui était le grand frein, en fait, jusqu'à présent, c'était dans l'imagerie, on trouve beaucoup de choses. Typiquement, alors statistiquement, là encore, je ne suis pas sûr exact du chiffre, mais toute personne au-dessus de 50 ans, 30% des gens au-dessus de 50 ans vont avoir ce qu'on appelle un nodule pulmonaire. Un nodule pulmonaire, c'est ce qui peut éventuellement mener à un cancer. Sur ces personnes-là, il n'y en a que même pas 0,1% vis-à-vis de qui ça va se transformer en cancer, encore moins que ça, en fait. Le problème, c'est que sur l'imagerie, on voit quelque chose qui est anormal, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on générait beaucoup de ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire c'est des patients à qui on va dire vous avez peut-être quelque chose et ils n'ont rien. Et ça va être… ça, par contre, c'est très difficilement gérable par les systèmes de soins, parce que tout d'un coup, on a beaucoup de patients qu'on doit faire revenir pour faire des examens supplémentaires. Et pas simplement d'imagerie, ça peut être des biopsies, donc ça peut être des examens très lourds, etc. Donc les faux positifs générés par l'imagerie étaient un réel problème. Maintenant, ce que nous, on a réussi à démontrer, c'est que les avancées de l'intelligence artificielle, maintenant, permettent de pouvoir commencer à caractériser ce qu'on regarde. Quand on regardait nos chiffres, on avait plus de 96% de spécificité sur la capacité de dire si c'est cancer ou pas cancer. C'est tout juste gigantesque. Ça veut dire que maintenant, on est capable de déployer ça à grande échelle sans mettre à mal le système de soins, au contraire, et en permettant de sauver la vie des patients. Donc, tout le monde est gagnant. C'est pour ça que cette révolution, elle est mondiale. La vague, elle est lancée. Et nous, on espère non seulement surfer dessus, mais être à l'origine de beaucoup de solutions innovantes dans le domaine, évidemment. Il y a d'autant plus de chances qu'antérieurement, il y avait une opposition, et on l'a signalé, entre le diagnostic précoce et le traitement, et aujourd'hui, c'est une symbiose entre les deux. C'est très, très vrai ce que vous dites, parce que nous, on le voit très bien, parce qu'on a les deux activités. On travaille beaucoup avec les labos pharma dans le cadre des essais cliniques pour essayer d'évaluer la réponse au traitement. Donc, nous, on fait ça au quotidien. On gère aujourd'hui, parmi les plus grandes études qui existent dans le monde en immuno-oncologie, elles sont dans mon bureau, à l'étage du dessous, ici. Et donc, nous, on est en premier lieu pour vraiment voir ce qui se passe, qui va répondre, qui ne répond pas, les statistiques, etc. Et à partir de là, aujourd'hui, tous les laboratoires pharma avec qui on parle, au départ, j'étais presque étonné quand nous, on a présenté nos résultats sur le cancer du poumon. Je pensais qu'il y aurait un intérêt mitigé de leur part, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont avoir peur qu'on prenne une partie de leurs patients, etc. Et au contraire, il y a eu un intérêt très, très fort de leur part pour vraiment deux raisons. Principalement, ils savent que les traitements en immuno-oncologie, et nous, on le sait statistiquement parce qu'on les a chez nous, plus la tumeur est précoce, moins il y a de métastases, plus on a de capacité de vraiment aider le patient en immuno-oncologie. Et ça semble logique aussi, si c'est un patient qui a des multiples métastases dans multiples organes, ce sera plus compliqué que s'il n'y a qu'un organe ou deux organes qui sont atteints. Donc maintenant, ils ont un très fort intérêt à essayer de diagnostiquer de manière précoce les patients. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir pour ceux qui sont très moteurs dans le domaine, sont des gens comme Roche, qui a investi énormément et qui font des lobbies très forts pour qu'il y ait une implémentation généralisée du dépistage cancer du poumon, par exemple. C'est AstraZeneca qui fait pareil. Johnson & Johnson est très, très moteur sur toute la partie américaine. Donc, c'est les labos pharma qui poussent beaucoup pour que les traitements deviennent aussi plus efficaces. Parce que ceux qu'on va dépister, mais qui ne vont malheureusement pas être en stade 1,
et ben là, on va leur donner beaucoup plus de moyens pour pouvoir s'en sortir avec des thérapies qui vont être adaptées à leurs conditions. Et plus on le trouve de manière précoce, plus ça sera efficace. Donc, il y a une convergence de vues là. Et nous, on voit bien, on a… alors, je ne vais pas dire des choses que je n'ai pas le droit de dire, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de discussions avec beaucoup de labos en ce moment pour utiliser nos méthodes aussi, même dans le cadre des essais cliniques, évidemment. Eh bien, on en parlait tout à l'heure, hein, et ça rejoint une des questions qui est posée par M. Bouanet ce soir. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont lancées il y a des années de cela. On parlait de Given Imagine, de cette société israélienne qui était formidable. Tout le monde avait fait énormément d'articles sur cette société qui avait inventé mis au point une petite gélule. Il suffisait d'avaler la gélule avec sa caméra, etc. Et puis, bon, on n'a pas trop de suivi et puis on n'en parle plus. Donc, et la question plus générale, est-ce qu'aujourd'hui, le système hospitalier est capable d'intégrer toutes ces nouvelles technologies d'imagerie médicale de manière, on va dire, fluide pour l'avenir ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore des freins de ce côté-là? Comment ça va se passer, à votre avis? Alors moi, je crois que la technologie est en train de tout révolutionner. Il y a des choses qui vont marcher, il y a d'autres choses qui ne vont pas marcher. Donc, voilà, ça c'est comme tout, hein. Il y a certaines innovations qui sont peut-être pas très, très bien ciblées, voilà, qui ne vont pas nécessairement obtenir les résultats qu'ils souhaitaient. Mais fondamentalement, on voit bien que les technologies, pas simplement de l'intelligence artificielle, mais à tous les domaines, sur le séquençage génétique, etc., on est en train de révolutionner complètement la médecine. Et ça passe par… Si on prend dans le cadre de l'oncologie, ce n'est pas simplement séquencer d'un point de vue qu'une tumeur, c'est d'essayer de comprendre son système immunitaire, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir contourner les signaux émis par les cellules tumorales qui essaient de tromper le système immunitaire, etc. Donc moi, je suis fondamentalement extrêmement optimiste sur le fait que sur les 5 à 10 années qui viennent, les technologies vont complètement révolutionner le monde de la médecine. Et je crois qu'il y a cette partie, comme vous dites aussi, qui est une acceptation du corps médical. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions là-dedans. Si on prend la radiologie, elle s'y porte très bien parce que si vous regardez les radiologues, eux, ils vont traiter une information digitale toute la journée. Donc, quelque part, les radiologues sont les informaticiens de la médecine. Donc, toutes ces capacités d'analyse au niveau de la radiologie est quelque chose qui est quand même bien compris, bien perçu et pas perçu du tout comme une menace pour les radiologues. Au contraire, on leur donne beaucoup plus de puissance pour comprendre ce que fait le patient. Par contre, ça va peut-être changer les pratiques. Ça veut dire que les médecins vont s'adapter aux nouvelles technologies. Et ça, c'est un effet complètement bénéfique et positif. Il y aura toujours, comme il y a toujours dans toute évolution technologique, il y aura certainement des résistances par certains groupes, mais qui ne vont pas pouvoir résister parce que la lame de fond qui est emmenée par les révolutions technologiques est tellement forte à tous les niveaux. Et je répète, pas simplement l'imagerie est un marqueur qui est fondamental, mais ce n'est pas que l'imagerie. Vous regardez les évolutions dans tout ce qui est séquençage génétique, dans ce dont je parlais aussi tout à l'heure, c'est que maintenant on commence à essayer de comprendre le système immunitaire qui a une influence gigantesque sur tous les types de maladies qu'on a. Et on a bien vu ça avec les vaccins, etc., vis-à-vis du Covid. Donc, je crois aussi qu'à ce niveau-là, ce qu'on a tous vécu collectivement sur les deux dernières années, qui a été, je ne sais pas, on peut certainement dire quasiment unique dans l'histoire, quoi, où on a tous été confinés, même à un niveau mondial. Donc aujourd'hui, on est tous habitués à faire des tests. On en fait quotidiennement et même toujours aujourd'hui, au bout de 2 ans. Alors, et pourquoi? Pour essayer de voir rapidement est-ce qu'on est malade ou pas. Déjà, d'un point de vue mentalité chez les patients, je crois que là aussi, il y a une éducation qui a été faite sur laquelle il y a une bien meilleure compréhension. Et tout le corps médical est d'accord pour dire que tous ces tests, il fallait les faire pour essayer de vraiment trouver ces patients le plus rapidement possible. Donc, je crois que des deux côtés, il y a une éducation qui a été faite aussi sur des mentalités que faire des diagnostics, ça va devenir la norme pour tout le monde, à tous les niveaux. Mais on parlait tout à l'heure des essais cliniques, hein, de vos relations pharma, mais vous êtes dans un poste d'observation privilégié de ce côté-là.
les essais cliniques demain, faites-nous un peu de projection. Quels sont ceux qui sont les plus en pointe aujourd'hui? Comment ça se passe et comment finalement on va arriver à la perfection du côté des essais cliniques, si on peut y arriver un jour? Alors, je ne vais pas nécessairement dire ceux qui sont plus en pointe parce que je veux tous les avoir comme clients. Là, je parle évidemment en tant que patron de médias, mais c'est à la limite, c'est pas ça. C'est toutes les avancées qui arrivent à tous les niveaux qui vont vraiment apporter des choses très nouvelles. On parle de la médecine de précision depuis très longtemps. Médecine de précision, ça veut dire qu'on va essayer d'adapter un traitement à une condition spécifique d'un patient. Si on prend encore l'exemple du cancer, les cancers, ils sont en mutation constante. Ce qui se passe pour un patient n'est pas nécessairement ce qui va se passer pour un autre, etc. Donc, aujourd'hui, donner le même traitement à tout le monde, on voit bien pour l'immuno-oncologie, par exemple. L'immuno-oncologie, aujourd'hui, la moyenne, c'est à peu près 25% de répondeurs. Donc, 75% de gens qui ne vont pas répondre à leur traitement et qui, dans certains cas, vont avoir des effets secondaires extrêmement néfastes parce que, évidemment, c'est des médicaments très toxiques. Dès qu'on touche au système immunitaire, il y a plein de réactions annexes qui peuvent avoir lieu. Donc là, dans les essais cliniques, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de beaucoup mieux cibler le type de cancer qu'a chaque patient et on va adapter le médicament quasiment au patient. C'est-à-dire que je pense qu'à terme, on aura la capacité même d'adapter la molécule à l'hôpital. C'est-à-dire, il y aura une molécule de base qu'on va adapter à l'hôpital pour vraiment administrer un traitement qui va être complètement adapté à la fonction d'un patient. Je vais vous donner un exemple, c'est que des travaux extraordinaires qui ont été faits par des très grands immunologues, dont de nombreux Français d'ailleurs, parce qu'il y a des compétences extraordinaires dans le domaine de l'immunologie en France, où on commence à mieux comprendre le système immunitaire et on sait qu'il y a certains patients qui vont être répondeurs à l'immuno-oncologie et certains qui ne vont pas répondre. Alors, si on schématise ça, c'est qu'on a nos cellules tumorales qui vont émettre un signal à votre système immunitaire pour dire bah non, nous, on est une cellule normale, ne touchez pas, allez taper sur le type d'à côté. Et c'est extraordinaire quand vous regardez ça au microscope, quand vous faites une biopsie, vous allez voir la cellule tumorale et vous avez toutes vos cellules immunitaires qui entourent la tumeur, mais qui ne l'attaquent pas. Et elles font des clones d'elles-mêmes, elles se reproduisent pour être préattaquées. Elles sentent qu'il y a quelque chose d'anormal, mais elles n'attaquent pas. Si on arrive à comprendre, à cibler dans les essais cliniques qui répond et pourquoi, qui ne répond pas et pourquoi, parce que même les non-répondeurs sont très importants comme information, parce que s'ils ne sont pas répondeurs, on peut essayer de comprendre pourquoi ils ne répondent pas, casser le signal qui est émis pour que votre système immunitaire puisse réagir. Et on arrive à ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est vraiment toutes les grandes recherches qui ont lieu par les grands labos pharma, c'est ça, on y arrive, on commence comme je disais, c'est la conjonction de ces différents marqueurs qui peuvent être le système immunitaire, ça peut être la partie génétique, ça peut être la partie cellulaire et la partie imagerie. Toutes ces avancées font qu'on comprend de mieux en mieux et on va pouvoir, même si on ne comprend pas l'origine d'une tumeur, par exemple, parce que pour comprendre pourquoi un certain patient va avoir une tumeur par un autre, on sait qu'il y a des facteurs de fumée, par exemple, environnementaux ou autres, mais on est incapable de dire quand et pourquoi certains patients et pas d'autres, etc. Et ça, je crois qu'on est encore toujours assez loin de comprendre. Mais dans les thérapies, on va pouvoir mieux analyser, on va pouvoir mieux comprendre, on va pouvoir mieux s'adapter au corps humain. Le corps humain est très, très bien fait. On a un système immunitaire qui, normalement, fonctionne très bien. Il y a des moments où il se dérègle. Et si on l'aide à se repositionner, il peut très bien comprendre et se réadapter. Et on arrive à ça dans les essais cliniques. Et je crois que, là encore, dans les thérapies, elles vont devenir de plus en plus ciblées, mieux ciblées par vraiment quasiment sur mesure pour chaque patient. Je rappelle à nos participants que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. En voici une qui porte plutôt sur les indications du futur. Est-ce que ça vous concerne, mais ça concerne l'imagerie en général. Est-ce que tout peut être passé par imagerie? Est-ce que tout sera passé par imagerie dans le futur? C'est une très bonne question parce que, alors, l'imagerie, comme tu dis, elle est dans le parcours de soins du patient, elle intervient tout le temps. Donc, ça peut être dans le cadre d'un dépistage. On voit bien que des grands dépistages qui sont faits aujourd'hui, que ce soit la mammographie, le cancer du poumon dont on est en train de parler, ça va pouvoir se généraliser. C'est-à-dire que alors, les biopsies liquides, par exemple, elles se positionnent pour dire qu'avec un échantillon sanguin, on peut analyser peut-être 25 différents types de cancers. Ce qui est certainement vrai, mais si vous n'avez pas l'information dedans, ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas le voir. L'imagerie, nous, ce qu'on peut faire, c'est
presque tous les scanners aujourd'hui sont ce qu'on appelle des thorax abdomen pelvis, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les organes sauf la tête. Et à partir de là, nous, ce qu'on fait pour le cancer du poumon, on commence déjà aussi évidemment avec nos travaux sur le foie. On va pouvoir le faire pour le côlon, pour la prostate, pour le pancréas, pour les cancers des os, etc. Donc, absolument, on va pouvoir le faire pour beaucoup de différents organes. Techniquement, il n'y a rien qui empêche de le faire. C'est une question de temps, d'adapter les technologies, de moyens, certainement, pour faire certaines études. Mais techniquement, ce qu'on fait pour le cancer du poumon, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de le faire pour les autres organes. Ensuite, ça sera quasi-totalité des cancers, sauf les cancers du sang. Donc, évidemment, là, ils sont plus véhiculés dans le sang. Mais eux, ils donnent des métastases à la fin, donc nous, on les trouve à plus au niveau métastases. Parce que l'imagerie, on va détecter des choses une fois que ça devient physiquement. Parce que ce qu'on regarde sur l'image, c'est l'interprétation physique de la maladie, c'est la représentation physique de la maladie. Et pour le cerveau, ça sera peut-être un autre examen qui est l'IRM, qui sera peut-être plus performant, mais que ce soit scanner ou IRM, pour nous, peu importe. Mais donc, pour répondre à la question, il n'y a aucune raison technologique, médicale et scientifique qui empêcherait de faire ça pour multiples organes, et pas simplement pour le cancer, parce que nous, on a déjà pas mal communiqué sur le passé aussi. On va faire un programme, et on a commencé un programme sur la NASH. La NASH, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une condition qui est liée à ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Et ça touche déjà 20%, quasiment 25% de la population américaine est atteinte de ça. Donc, c'est lié à l'obésité et ce qu'on appelle quotidiennement la malbouffe, quoi. C'est des problèmes d'hygiène alimentaire. Et 5% de ces patients-là vont développer la NASH. Et la NASH, c'est quand finalement le foie ne fonctionne plus. Donc, c'est une maladie qui est extrêmement grave et qui mène à des transplantations du foie, des cancers du foie, et c'est invalidisant. Donc, on ne peut plus travailler, etc. Et on va vivre très longtemps avec la maladie. Les statistiques que j'ai données, pour enlever le mythe européen, on est quasiment aux mêmes données. Il n'y a pas que les Américains qui ont des problèmes d'hygiène alimentaire. On commence à avoir les mêmes problèmes aussi. Et le grand problème de la NASH, qui va peut-être devenir la plus grande maladie qui existe au monde, parce qu'elle touche tellement de patients, c'est qu'on n'est pas capable de la diagnostiquer à temps. C'est un peu le même problème que pour beaucoup de cancers, c'est qu'il n'y a pas de symptômes. Le jour où vous avez des symptômes, c'est que la maladie est déjà tellement avancée, que le foie est tellement endommagé qu'il ne peut plus se régénérer tout seul. Si on arrive à se régénérer, donc on va ça, un stade où on pourra dire aux patients, parce qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux qui marche, tous les essais cliniques ont été des échecs. Par contre, il y a un traitement qui fonctionne très bien, qui est disponible partout, qui est gratuit d'ailleurs, et qui s'appelle la perte de poids, voilà, et une meilleure hygiène de vie, et ça marche très bien. Mais le problème, c'est de les trouver à temps. Bien, il y a une petite question qui nous permet de revenir un tout petit peu en arrière, qui concerne effectivement le travail, la main dans la main avec les pharma. Oui, demain l'imagerie et les pharma vont travailler ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure, le diagnostic précoce pour les essais cliniques est quelque chose de fabuleux parce que, justement, vous pouvez peut-être reprendre cette idée pour l'expliquer à notre interlocuteur. Oui, c'est vraiment l'idée de pouvoir dire que, comme nous, si on prend sur la partie dépistage, c'est qu'on essaie de trouver un cancer le plus rapidement possible pour que simplement à travers d'une résection, ou à terme, ça sera peut-être un traitement médicamenteux avec l'immuno-oncologie, on va permettre à son système d'éliminer le nodule naturellement et de l'enlever. Et donc, pour ça, il faut déjà le trouver. Donc là, il y a un lien direct entre l'imagerie et la capacité de travailler avec les labos pharma pour pouvoir évaluer ces types de traitements. Ensuite, il y a, pour rappel, il y a à peu près 18 millions de personnes aux États-Unis, à peu près 22 en Europe, qui sont ce qu'on appelle les survivants du cancer. Donc, ils sont des patients qui sont suivis pour toute récurrence de cancer à un niveau régulier. Tous les 6 mois, la quasi-totalité de ces patients vont subir un examen d'imagerie. Et on a tous des amis, des parents, etc., qui sont confrontés à la maladie. Et tous les 6 mois, ils vont faire un suivi pour essayer de voir est-ce qu'il y a une récurrence du cancer. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver cette récurrence le plus rapidement possible pour avoir les meilleures chances de sauver le patient. Donc, il y a un lien
et vraiment une symbiose totale entre ce que les labos pharma essayent de traiter, c'est-à-dire traiter la maladie de manière précoce pour avoir le plus d'impact possible pour le patient, et l'imagerie qui est un outil formidable pour justement identifier ces patients de manière précoce. Donc, il y a une très forte synergie en fait à ce niveau-là. Très bien. Alors, une question qui regroupe un peu plusieurs questions qui sont posées en même temps, qui reviennent sur la même thématique. On en a aussi parlé. Les pharmas ont accumulé des trésors de guerre fabuleux. On les dit désormais très actives et bientôt très actives dans le domaine des fusions-acquisitions. Ça peut provoquer une révolution dans l'imagerie médicale, dans le monde de l'imagerie médicale, tout ça, parce que puisque vous nous dites que ils vont s'intéresser de plus en plus au diagnostic précoce, ça veut dire qu'il va y avoir forcément des opérations, des deals, des opérations de regroupement, on en parle tous les jours. Est-ce que vous voyez ça qui est en train de se produire? Ça va arriver à quelle échéance? Alors, je crois que ça va commencer très rapidement. Hein. C'est j'allais dire, une quasi-évidence. Si on regarde dans le milieu pharmaceutique, regardez les acquisitions qu'ils ont fait ces dernières années, que ce soit dans le domaine génétique, que ce soit, je pense, par exemple, l'acquisition de Foundation Medicine par Roche. Roche est un bon exemple. Ils ont racheté aussi Flatiron aux États-Unis. Ils ont racheté aussi, ils ont essayé de racheter une société qui s'appelle Adaptive Biotechnologies, qui fait des travaux formidables sur la compréhension du système immunitaire. Foundation, c'était dans le domaine des mutations génétiques et qui étaient les premiers tests diagnostiques de mutations génétiques d'ailleurs. Et ils le font toujours. Et AstraZeneca fait la même chose, Novartis fait la même chose. Donc, ils veulent être à la pointe de la compréhension de données médicales pour mieux comprendre comment développer un médicament. Donc, quelque part, c'est très louable aussi au départ. Hein. C'est-à-dire que même regardez Roche, qu'ils ont fait, ils ont permis à leurs concurrents d'avoir accès aux outils diagnostiques de Foundation Medicine. Ce n'était pas simplement pour le garder pour eux comme avantage compétitif, c'était vraiment pour pouvoir permettre aussi à d'autres gens de développer des médicaments dans d'autres domaines éventuellement et pour mieux comprendre ce qui se passe avec les patients. Donc, ce genre d'acquisition, ils sont très, très moteurs, les labos pharma, parce qu'ils ont besoin d'être à la pointe. Ils ont besoin d'être à la pointe de la compréhension des données. Là encore, je parle de Roche parce qu'il y a eu une interview, je crois que c'était la semaine dernière, du CEO de Roche, qui a dit la compréhension, alors ce qu'il appelle insight, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe chez un patient, est tout aussi important pour lui que toute leur activité pharmaceutique et diagnostique réunie. Donc, c'est montrer toute l'importance qu'il y met et ils sont prêts à mettre à risque. Si je regarde sur Adaptive Biotechnologies, ils n'ont pas réussi à les racheter. Ils ont fait un programme de développement de 2,5 milliards qui, pour l'instant, n'a rien donné. Après avoir perdu 600 millions, ils ont dit on continue parce qu'on se dit la compréhension du système immunitaire va être clé pour le futur. Et ils ont raison. Donc, ils ont des moyens qui vont permettre de continuer à faire avancer la science. Et je crois que ça va être quelque part bien pour tout le monde. Petit point sur la crise Covid-19. Elle a fait, et ça on a écrit énormément là-dessus, puisque c'était des témoignages de sociétés, de medtech, de e-santé, qui nous disaient tous qu'elle avait fait tomber la muraille de Chine qui existait entre les différents silos, si on peut dire. Quel a été l'impact réel sur l'imagerie médicale? Est-ce qu'il y a eu comment ça s'est produit? Oui, je crois que ça, c'est très vrai, c'est-à-dire un peu ces silos comme on a pu avoir depuis de nombreuses années. Hein. Il y avait, que ce soit la partie génétique, que ce soit la partie des anapathes, que ce soit la partie radiologie, même les oncologues ou les pneumologues dans notre domaine. Si on regarde, tous ces gens-là sont impliqués dans le parcours de soins d'un patient. Et c'était souvent des silos sur lesquels il y a des informations extraordinaires qui sont détenues par certains, mais qui ne sont pas partagées entre eux. Et donc, il y a une perte d'information qui est absolument colossale. Moi, je vois, par exemple, nous, aujourd'hui, quand on travaille avec tous les labos pharma, la collecte des données qui sont faites, elles ont lieu dans tous les domaines que j'ai exprimés. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre, on va faire des biopsies liquides pour voir est-ce qu'on trouve des informations sur le système immunitaire ou des dépôts de cellules tumorales. On va essayer de faire des analyses d'histopathologie en utilisant ce qu'on appelle la pathologie digitale. Donc, on va digitaliser cette information pour pouvoir corréler cette information avec une information d'imagerie, par exemple. Et là, c'est aussi tout l'avantage, quand je parlais des diagnostics non invasifs, c'est que nous, pour pouvoir
entraîner, si on veut, nos systèmes ou développer nos solutions, il faut qu'on ait les informations de génétique et de biologie, parce que nous, on ne les a pas au départ. Donc, nous, la manière dont on a été capable de pouvoir déterminer si c'était malin ou bénin, c'est qu'on a travaillé avec tous les anapathes, on a travaillé avec les généticiens, on a des données sur des patients sur lesquels on a l'information sur 20 ans, et donc on pouvait voir est-ce qu'on est capable de trouver le signal qui correspond à une certaine cellule tumorale. Et ça, on l'a corrélé à une information d'histopathologie, parce qu'on sait exactement ce qui s'est passé avec les patients. Si on n'avait pas eu les informations d'histopathologie, on aurait été incapable de le faire. Donc maintenant que ces silos ont été brisés, c'est là aussi où les avancées en intelligence artificielle vont pouvoir vraiment travailler de manière beaucoup plus efficace. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui sont venus se greffer dessus, qui sont tout ce qui est GDPR, etc. C'est la protection des données patients, qui apporte un peu de bureaucratie à tout le système. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi avec des données patients, mais c'est totalement logique aussi. Donc, Bien, on va rêver un peu sur certaines données. Certaines sociétés françaises travaillent notamment avec, je crois que c'est le ministère de l'Armée, BARDA, le BARDA américain, sur le stockage de données sur de l'ADN. Ça va être au cœur de votre révolution, ça aussi, à un moment donné, ce genre de choses. Oui, bah c'est tout ce qui est stockage de données médicales, évidemment, va avoir une importance colossale. On voit bien qu'il y a une course effrénée un peu vers ça aussi. Alors c'est là où c'est intéressant aussi dans le cadre du travail qu'on fait, parce que toute la partie qu'on a sur les essais cliniques, toutes ces données, elles sont générées. Alors nous, on a la partie imagerie, c'est pas nous qui allons faire les examens de biologie ou les examens d'histopathologie, etc. Mais par contre, elles ont été faites, et donc le labo pharma y a accès. Et donc là, il y a des collaborations formidables qui peuvent commencer à avoir lieu, et ça va avoir lieu au travers de beaucoup de collaborations qu'on voit qui sont en train de se mettre en place, pas simplement au niveau des pharma, mais au niveau des prestataires de soins, au niveau des instances de santé. Si je regarde, nous, ce qu'on a fait sur le cancer du poumon, c'est parce que le ministère de la Santé américaine a mis en ligne, au départ, toutes les données de cette énorme étude d'épidémiologie qu'ils ont faite pour démontrer la pertinence du dépistage du cancer du poumon, où là, il y a toutes les données, que ce soit examen sanguin, tous les rapports d'histopathologie, toute l'imagerie. On a pu récupérer des données sur 80 000 patients. Vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est des informations absolument colossales qu'on a pu traiter, et sur lequel on aurait peut-être mis 20 ans en prospectif à collecter si c'était nous qui avions eu nécessité de le faire, quoi. Donc, il va y avoir un bien plus grand partage de données et qui vont venir de différentes sources pour s'assurer que des solutions arrivent. C'est-à-dire, le ministère de la Santé américaine l'a fait pour être sûr que des gens tels que nous puissent travailler sur des développements qui puissent permettre de démocratiser le dépistage du cancer d'un point de vue généralisé. Et ça va se faire de plus en plus. Dernière petite question, on approche de la fin, il est 19h39. On a vu dans la thérapie génique en général un problème de prise en charge des coûts. Il y a des réflexions très poussées qui se font dans ce domaine-là, y compris, d'ailleurs on en avait parlé il y a quelques semaines dans l'antibiorésistance. Quel modèle économique? Dans l'imagerie médicale, ce problème se pose de quelle manière? Il faut toujours démontrer deux choses, la capacité d'aider le patient, mais aussi il faut que c'est un sens médico-économique, parce que si c'est faire écrouler le système de soins, ça ne marche pas non plus. Donc évidemment que l'aspect médico-économique est important pour tous les systèmes de soins dans le monde, et c'est complètement normal. Mais maintenant, si on regarde, nous, dans les modèles médico-économiques, c'est qu'on se positionne pour obtenir un remboursement, de la même manière que quand vous donnez un traitement, il y a un remboursement qui est attaché. Et c'est complètement logique, c'est-à-dire que là où nous, on peut avoir une très forte démonstration, et c'est pas nous, on n'a pas eu nécessairement besoin de le faire, parce que encore, c'était les grandes études, c'est que quand on sauve un patient, on permet d'éviter toute une série de procédures qui sont très invasives et beaucoup plus lourdes et beaucoup plus coûteuses que si on arrive à sauver ce patient et qui en plus continue à être productif dans sa vie au quotidien, quoi. Donc, il y a des modèles de calcul qu'ils appellent le Quality of Life Adjusted, etc. Donc, c'est des modèles médico-économiques pour démontrer la pertinence de pouvoir mettre en place ces systèmes de diagnostic. Et dans le dépistage, c'est une évidence absolue.
Eh bien, Frédéric, merci pour cette belle intervention nourrie de précision, on va dire, de médecine de précision. Merci encore d'être venu avec nous. Je rappelle à tous nos participants, je n'ai pas pu poser toutes vos questions, il y en avait de nombreuses, hein, ça prouve l'intérêt de l'intervention, que nous nous retrouvons dans 3 mois, puisque c'est l'épisode 1 de l'imagerie médicale, donc il y en a 3 autres dans l'année avec Frédéric Braque, qui nous permettra d'aborder d'autres questions et d'autres actualités. Voilà pour ce soir, c'est terminé. La semaine, le 23 mars, je signale qu'on a une conférence, on refait l'actu avec du côté de la finance avec Antoine Papiernik. Antoine Papiernik, vous savez, c'est le président de Sophie Nova Partners, qui est pratiquement le premier investisseur en Europe, hein, dans le domaine des biotech. Ça va être aussi passionnant que ce soir. Donc, je vous invite à suivre nos programmes, à vous inscrire. Vous pouvez le faire très à l'avance. Tout est prêt, y compris pour la prochaine conférence de Frédéric. Je n'ai pas la date en tête, mais vous la trouverez dans le programme qui est très bien fait de Biotech Finance pour parler de nous un tout petit peu. Merci beaucoup encore à tous. Et une fois, Jacques Bernard, vous choisissez vos intervenants en fonction de savoir s'ils font des sports de combat ou pas, entre le karaté avec Antoine. Voilà. Voilà. Et a priori, ils ont beaucoup plus de grades que moi dans leurs différents sports de combat. Bien, merci encore. Bonne soirée à vous-même et à vous tous. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Jacques Bernard. Merci à tous.